tous, très content de vous retrouver ce lundi. Un lundi où l'on vous proposera différentes thématiques avec des invités qui viendront nous rejoindre dans un petit moment. Des invités qui viendront nous parler d'histoire, entre autres avec Mohamed Elbeh, qui rend hommage ce matin à deux valeureux chouhada de la guerre de libération, des chouhada pas comme les autres. Il s'agit de... donc on va rendre hommage ce matin à Henri Maillot et puis également à Maurice Audin. Retour donc sur leur parcours, sur leur héroïques actions durant la guerre de libération, ces hommes qui ont choisi pour patrie l'Algérie. On en parlera avec Mohamed Elbeh tout à l'heure. Et en parlant d'histoire, une autre page s'ouvrira dans cette matinale pour parler de la bataille de Miliana avec une descendante de ceux qui possèdent les terres justement sur lesquelles se sont déroulés les faits de cette bataille qui a eu lieu en 1840. Donc il s'agit entre autres de Madame Nassera Bouzar qui viendra au nom de l'association des Amis de Miliana pour ouvrir cette page d'histoire. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous aurons plaisir aussi de remonter dans le temps avec des archéologues. Et oui, l'université de Bouzaria, en l'occurrence, organise cette semaine un colloque international d'archéologie, bien sûr, consacré à l'artisanat et aux industries à travers le temps. 2 journées pour cette partie justement de l'histoire et du patrimoine qu'on évoquera avec 2 invités ce matin. Et puis bien sûr on n'en parlera jamais assez, la prévention routière, les dangers de la route, c'est à travers une association qu'on en parlera ce matin, l'association Stop Agression Routière. Ses représentants seront avec nous ce matin. Voilà, je vous souhaite encore une agréable matinée, mesdames, messieurs. Et tout de suite, je vous propose de suivre un point météo avec Amel Haribi pour le coup de départ de cette matinale. À tout de suite. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Et avec Amel. J'adore le faire, celui-là. Ça va, Amel? Ça va très bien, merci. Oui, je le sens en forme. Je vous sens très en forme. Un bon week-end, vous avez passé? Ça va, en général. Ça va. Bah, génial. Ouais. Vous êtes très discrète, bien sûr. Vous êtes sûrement partie vous amuser quelque part et vous n'osez pas nous le raconter. Pas du tout, alors là, pas du tout. Pas du tout? À la maison. C'est parfois, c'est très reposant. Bah oui, franchement, oui. De bons films et de de la bonne nourriture. Je n'en plains pas. Ah bah moi non plus. Ça a été presque pareil ce week-end. Ah bah ça va alors. En tout cas, je vous souhaite une bonne matinée. Merci. Dites-nous comment va être cette... Oh là là, il y a plein de nuages sur la carte. Pas beaucoup. Faut pas trop... Non, je m'alarme pas. Okay. C'est plus à l'est. Hein. Très bien, je vous laisse nous donner le détail, comme ça je serai plus rassurée. D'accord. Allez-y, Amel. Merci, Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel restera plutôt dégagé à partiellement voilé après dissipation de brume en ce début de matinée avec des nuages bas près des côtes centre et est du pays. Mais le ciel restera plutôt généralement dégagé sur les régions de l'ouest et le centre. Par contre, à l'est, eh bien, le ciel deviendra de plus en plus voilé avec développement de foyers orageux vers l'intérieur ainsi que vers les Aurès, pouvant engendrer quelques pluies. Ces pluies vont évoluer près des côtes en fin d'après-midi, soirée, parfois aussi en prenant un caractère d'averse durant la soirée. La moitié sud partiellement voilée vers l'extrême sud, le Égard, avec aussi développement de foyers orageux sur le Sahara central, les Oasis également, accompagnés de quelques pluies. Ailleurs, le soleil se rappelle bien au rendez-vous sur le sud-ouest, la Sahara, le Nord Sahara, le Sahara oriental, également vers Janet. À noter des soulèvements de sable locaux sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre et de fréquents soulèvements de sable vers la Sahara, le Nord Sahara, les Oasis, le Sahara oriental, le Sahara central, également le Égard et le Tassili. Les températures, quant à elles, elles accuseront une légère baisse par rapport à hier, avec toutefois un maximum de 37 degrés du côté de Msila, 35 vers Soukahras, 27 degrés au rang Alger, 29 à Tizi Ouzou, 26 degrés à Tlemcen, Al-Biyad, 28 degrés à Djelfa, 32 degrés à Sétif, 25 à Annaba, 34 à Batna. Au sud, on relèvera 35 degrés à Béchar, 36 Tindouf, 35 également Tamanrasset, Janet, 43 vers l'extrême sud, 41 degrés à Ilizi, 45 Insalah et enfin le maximum cette fois-ci à Hassim Soud et Ouargla avec 46
26 degrés. On va faire un petit voyage comme toujours du côté de l'Europe où le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé, plus exactement à Bordeaux, Lisbonne, mais peu nuageux, à Madrid, Marseille, Rome, également Varsovie, Prague, nuageux, vers Copenhague, Berlin, accompagné de la pluie par contre à Dublin, Londres, Paris, Berne, également Bucarest, mais un beau soleil régnera du côté de Budapest, également Athènes. Les températures atteindront les 14 degrés à Londres, 15 à Dublin, 18 à Copenhague, 17 à Paris, 26 degrés à Marseille, 31 degrés Prague, Budapest, 28 à Bucarest, 29 degrés à Berlin, 27 à Madrid et le maximum cette fois-ci à Rome avec 34 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci Amel. C'est moi qui vous remercie. Passez une agréable journée vous aussi. Excellente journée. Et puis merci pour ce petit voyage. Ah J'aime bah. bien quand vous utilisez le terme voyage tout de suite. Moi, Un petit voyage. tout de suite, moi, je me On s'envole. retrouve ailleurs. Merci. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, je ne sais pas si je vous ai demandé pardon, moi, déjà. Hein. Pourquoi? Ah, mais je sais pas. Je sais pas. Quel que soit le truc, ben, pardon. Ah, c'est accepté alors. Je sais pas pourquoi, mais c'est Ah, accepté. ben, c'était juste une petite transition pour mon annonce qui va suivre, en fait, celle de la chanson de D'accord. Sikamel. C'est Sikamel, en fait, qui nous chante ce matin. Semhili. On va voir un petit peu l'histoire de cette chanson tout de suite et on se retrouve juste après avec nos premiers invités.
Et sur ces rythmes, justement, ces rythmes très, très entraînants de Si Kamel et des musiciens qui l'accompagnent, nous recevons nos premiers invités. En l'occurrence, donc, honneur aux dames, d'abord, Khadija Nechar Bouachi. Bienvenue, vous êtes professeure et directrice de l'Institut d'archéologie Alger 2. C'est bien cela. Bonjour. Et puis, vous avez avec vous ce matin Kamel Meded, directeur adjoint du Centre national de recherche en archéologie. Bienvenue à vous deux. Merci bien. Et si vous êtes parmi nous ce matin, c'est pour nous annoncer un événement que vous préparez depuis plusieurs mois. Il s'agit du colloque international d'archéologie, consacré cette fois-ci à une thématique qui n'est pas très courante, l'artisanat et les industries à travers les siècles. C'est bien cela. Tout à fait. Tout à fait. Bonjour. Je n'ai pas tout dit, hein. N'ayez pas l'impression que j'ai tout dit. D'accord, d'accord. C'est juste le titre. Juste l'intitulé. Oui, donc c'est un travail de longue haleine et tout à fait, un travail de collaboration aussi. Oui, on ne peut pas faire une chose sans avoir la collaboration de toute une équipe du Noud al-Khafa. Donc voilà. Voilà, ceux qui travaillent dans le Tout à fait. On ne peut pas travailler toute seule. C'est pas vrai. Donc, bien le bonjour à tout le monde, à tous nos téléspectateurs. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. الله يعاودوا علينا بالهنا والخير إن شاء الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والجزائر كلها والشعب الجزائري خاصة. Donc, le thème du colloque qui va se dérouler, on arrive vraiment in extremis. Donc, le 11 et le 12 juin, Inch'Allah. Donc, le thème, c'est bien sur l'artisanat, donc à travers les âges, donc l'industrie et l'artisanat à travers les âges. Pourquoi ces deux termes bien distincts l'un de l'autre? Pour la simple raison que quand on dit à travers les âges, c'est bien de la préhistoire, on monte très loin, justement. En passant par la période antique jusqu'à la période musulmane. C'est vrai que quand on parle justement des temps anciens, en parlant justement des temps les plus reculés, comme vous dites la préhistoire, on ne peut pas encore parler d'artisanat. Voilà. On parle d'industrie lithique à ce moment-là. Voilà. Oui. Industrie lithique, industrie osseuse, donc tout ce qui est... Ce sont des outils rudimentaires. Oui. C'est ce qu'on pouvait trouver dans la nature. Donc, soit en matière, je dirais, moi, je pense que c'est une matière noble pour eux, à cette époque-là, de trouver des ossements et de les travailler, des œufs d'autruche et de les travailler, de la roche et de la travailler. Donc, c'est ce qu'ils nous ont laissé comme traces, comme patrimoine algérien. Et ces traces-là représentent une diversité de la culture dans la période préhistorique. Parce qu'il y a eu, je dirais pas seulement une industrie, mais il y a eu l'évolution de cette industrie jusqu'à arriver à l'âge du métal. Absolument. Donc, M. Kamel Meded, ici présent avec nous, acquiescé. Donc, je le voyais hocher de la tête. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans les propos, justement, de Mme Khadija Bouachi? Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Et j'appuie ce qu'elle a présenté Mme Nechar c'est la première en Algérie que deux institutions de caractère scientifique, à savoir le Centre national de recherche en archéologie et l'Institut d'archéologie, collaborent et élaborer ce travail qui consiste à le colloque international sur les métiers et l'industrie à travers les âges. J'imagine que les membres du CNRA travaillent sur ces thématiques depuis très longtemps. Donc oui, bien sûr. C'était une bonne opportunité pour eux. Oui, bien sûr. Enfin, c'est parmi les missions du centre de recherche, c'est élaborer et promouvoir la recherche scientifique, à savoir élaborer des thématiques de recherche et des travaux ponctuels sur ce sens. Et pour cela, on a élaboré avec l'Institut d'archéologie d'organiser ce colloque afin de vulgariser et d'informer le grand public sur l'artisanat et l'industrie, essentiellement en Algérie et à travers le bassin méditerranéen, c'est-à-dire où on est, impliqué dans ce domaine-là, oui. et pour montrer
l'influence de l'industrie et de l'artisanat sur l'identité nationale. Très bien. Voilà, c'est ça Et pour montrer justement cette identité à travers les siècles, vous allez évoquer quelles tranches, justement, quelles époques seront mises en valeur par les interventions Alors, ce sera bien sûr toutes les époques confondues. Étant donné qu'on a bien déterminé Abra al-Usul, donc à travers les âges. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en parallèle de ce colloque, nous allons avoir plusieurs ateliers d'artisans qui vont travailler sur place. Bien sûr à l'auditorium de l'université d'Alger de Bouzaria. Nous allons avoir 7 groupes d'artisans. Donc entre la vannerie, la poterie, les métaux, le bois, le tissage, la broderie, tout ça va être représenté en même temps que les communications. Donc c'est pour, en quelque sorte, c'est pour faire une mise en valeur en parallèle et le côté scientifique. Donc vous êtes là, vous êtes présents avec vos métiers, mais en parallèle, nous, en tant qu'éléments scientifiques, voilà nos recherches, à quoi nous ont mené nos recherches par rapport aux différents âges. Et il ne faut pas oublier que le premier thème, c'est un petit peu retourner vers les sources bibliographiques qui nous donnent beaucoup plus d'éléments que nous ne pensons. D'accord. Et ces ressources bibliographiques nous incitent, si vous voulez, à développer ces idées-là pour dire que nous avions un artisanat qui date de bien longtemps. Non seulement pour la période préhistorique, parce que la période préhistorique, on ne peut pas s'aligner comme la période antique ou islamique, qui est source bibliographique, mais la période préhistorique, c'est tous les éléments qu'on peut retrouver sur le terrain. Sur le terrain, voilà. Et Dieu sait que nous avons vraiment des sites fabuleux. Des sites magnifiques. Qui regorgent de vestiges. Toute l'Algérie regorge de patrimoine culturel très, très, très vaste dans le temps. Donc tout cela sera mis en exergue pour montrer que notre artisanat existe depuis très très longtemps. Et je pense que quand on parle de biface ou d'ossements ou d'œufs d'autruche, de bijoux faits d'œufs d'autruche ou de pierres, là, c'est là où nous devons retourner dans le temps pour essayer de comprendre comment cet individu, cette personne, cette société a vécu un certain moment donné, non seulement à vivre pour manger et boire, mais aussi à se servir et à utiliser tout ce qui l'entourait. Moi, je me rappelle justement d'une exposition au niveau du Bardo, du musée du Bardo, concernant Tininen, par exemple. Oui. Et c'est vrai que les archéologues qui avaient trouvé les ossements de cette présumée reine Touareg s'étaient basés aussi sur les outils et sur les bijoux qui entouraient, des accessoires. Exactement. Donc cet artisanat de cette époque a permis une lecture à ces archéologues qui avaient tout d'abord fait une première, ou tiré des premières conclusions par rapport à Tininen. Mais c'est toujours, ce sont les objets qu'on retrouve sur les sites qui peuvent donner le premier, je dirais, la première brèche pour nous de datation. Déjà. Et qui est la céramique. La céramique, la poterie. La céramique, la poterie, tout ce qui peut se lier ça veut dire que tout ce que l'homme utilisait à une certaine époque. Oui. Et c'est par rapport à ça que nous pouvons remonter dans le temps. Bien sûr, pas juste à l'œil nu. Quand on a une certaine expérience, on peut le faire, mais à un certain moment donné, on doit utiliser des éléments de datation qui doivent préciser une date ou une fourchette d'âge pour le site. C'est aussi un élément comment dire, ce sont des indices qui peuvent aussi parler du type d'échange qui existait à telle époque ou telle époque. Lorsqu'on voit par exemple des amphores marines, on sait qu'il y a eu un échange via la mer, des embarcations qui sont parties d'une région à une autre. N'oublie pas que l'archéologie, c'est une science
qui se base sur les études d'architectes, ce qui a laissé comme trace l'être humain à travers les âges. Alors, dans ce contexte, on étudie le traces matérielles, traces matérielles qui sont des éléments datables, à savoir la céramique, les ossements, les outils en pierre et les métaux. Et comme vous avez évoqué, concernant les amphores, les échanges commerciaux qui ont été à l'époque, je parle sur l'époque antique, le nord-africain. Les Phéniciens se sont beaucoup déplacés. Absolument, le nord-africain qui est connu sur les échanges, le troc entre les Phéniciens et les autochtones des nord-africains. Ensuite, dans l'Empire romain, entre les deux rives de la Méditerranée. Dans les fouilles qui se sont déroulées, soit en sud de France, ou bien le péninsule ibérique, ou bien la côte maghrébine, on trouve des traces et des fragments des amphores qui se sont, c'est-à-dire fabriqués ailleurs, c'est des ateliers à l'extérieur du contexte qu'on a trouvé. Oui. Et ça qui prouve qu'il y avait c'est-à-dire des relations commerciales entre les deux rives. C'est ça l'importance d'étudier et de faire, c'est-à-dire de faire exposer tout ce qui est comme matériel. Certains matériaux, effectivement. Voilà. Oui, certains matériaux se sont retrouvés ailleurs. On parle du marbre de Carrère. Voilà, qui est très connu chez nous. Ou encore, je citerai l'exemple de certaines poteries, d'une certaine terre ou d'une certaine argile qui était très belle. On voit par exemple Tidis, c'est un foyer de poterie qui est exceptionnel. Mais il n'y a pas que Tidis. Oui. Tidis, parce qu'on est cité dans les sources, ou alors qu'elle a été un petit peu évoquée par... C'est-à-dire que c'est la ville où on a révélé le plus d'ateliers, c'est ça qui est pas mal. Mais n'empêche que les fouilles archéologiques menées depuis, je dirais, depuis 62, parce que là, Rachid Bourwiba, c'est notre professeur à tous, hein, oui. Et il avait je dirais, un petit peu continuer les travaux qui étaient faits par Bell, de Bélier, Bell, etc., à la Qal'a de Bani Hamed. Qal'a de Bani Hamed regorge de tessons de céramique et de tessons magnifiques durant les différentes époques. Non seulement les tessons de céramique, mais aussi le marbre, comme vous avez dit, la pierre qu'on a retrouvée parmi les vestiges, tout cet ensemble architectural qui a été découvert. Donc, il y a un certain savoir-faire qui perdure. Donc, ce que nous voulons faire passer comme message aux artisans, c'est que ce que vous faites n'est pas nouveau. Ne vient pas de nulle part, effectivement. Mais voilà, tout à fait. Mais vous êtes en train... Nous voulons seulement leur dire que l'Algérie est riche en matières premières. Donc, le halfa, tout ça était utilisé par nos ancêtres. Et il reste quelques traces. Il y a aussi le phénomène naturel, de détérioration, etc. Donc, on n'a pas tous les matériaux. Mais ceux qui sont restés attestent et approuvent l'existence de cet artisanat. Donc, nous ne pouvons pas le dédaigner. Et nous voulons faire perdurer cet artisanat ou faire revivre certains objets qui n'existent plus. Oui, et qui ont été remplacés par d'autres matériaux. Absolument. Donc c'est ça que nous voulons faire savoir à ces artisans. Et en plus, il y a un autre impact qui est plus important pour l'Algérie. Surtout, c'est le tourisme. Et le tourisme se base, dans n'importe quel pays vous allez directement à ce qui est artisanal. Donc l'artisanat chez nous, en quelque sorte, a été un petit peu mis en retrait. Disons, bien raconté.
Voilà. Parce que chaque objet peut révéler tout plein d'histoires. Moi, j'ai le souvenir qu'une exposition organisée au Palais de la Culture avait permis de retracer tout le parcours des Fatimides en Algérie. Oui. C'est-à-dire que c'est une civilisation qui est passée par là et qui a laissé ses traces. Et qui n'a pas continué effectivement. Comme vous disiez, parfois il y a une coupure, une interruption, mais les objets sont là pour raconter cette histoire. Oui. Des techniques particulières de poterie, un savoir-faire qui ne va pas se perpétuer, mais qui va raconter un pan d'histoire. Je peux vous donner un exemple. Pardon, madame, je peux vous donner un exemple. Lors de notre projet de la prospection de la carte archéologique de l'Est algérien, on est tombé sur des techniques de broyage des olives, une technique nouvelle, mais pas connue dans le monde romain. Et à savoir, on a trouvé des roues qui broient les olives, des roues denticulées. Oui. Or, les agronomes latins, dans leur ouvrage, quand ils décrivent les instruments de broyage, ils décrivent que les roues lisses. Oui. C'est ça qui reflète le génie de l'artisan ou bien de l'industrie locale. Oui, qui était florissante. Cette roue, pourquoi elle est denticulée, permet de désosser l'olive sans casser le noyau, qui donne un goût meilleur. Et on a trouvé cette technique seulement en Algérie. Et les huileries du côté de Batna, du côté de... à l'est, du côté de Soukara, c'est une grande industrie oléicole. On a pu identifier 383 fermes. Dans le périmètre de la wilaya de Taraf seulement. Par exemple. C'est pour ne citer que celle-ci. Et pourtant, à l'Est, il y a des foyers, justement, qui attestent de cette industrie oléicole qui a perduré pendant des siècles et des siècles. C'est-à-dire que les exemples sont nombreux. Et là, sur ce plateau, on ne pourra pas tous les raconter, mais on va rappeler aux téléspectateurs qu'il y a un colloque qui a été consacré à cela, qu'il y aura des interventions aussi intéressantes les unes que les autres, des témoignages aussi riches et aussi percutants les uns que les autres. Et on va rappeler les dates, s'il vous plaît. On va rappeler les dates, bien sûr. Il faut dire aussi que, les lieux et nous avons des intervenants d'Espagne, de France, d'Égypte, de Jordanie, de Palestine. Et nos Algériens, nos chercheurs algériens qui se sont mis à fond. Donc, il va y avoir près de 130 intervenants durant ces 2 jours en 3 ateliers. Donc, ce sera le 11 et le 12 juin à partir de 9h à l'auditorium de l'Université d'Alger de Bouzaria. Et entre parenthèses, je tiens d'abord, avant de terminer, remercier notre rectrice de l'Université d'Alger, Mme Fatiha Zardawi, qui nous a soutenus très, très, très fort, nos vice-recteurs, et surtout Madame Qassad qui s'occupe des relations, vice-recteur des relations extérieures, qui nous a prêté main forte pour toute la logistique. Toute l'organisation. Et bien sûr la BDL, la Banque de Développement Local, pour son sponsoring, le CPA aussi pour son sponsoring, une main forte de leur part. C'est important pour la prise en charge des invités. Et bien sûr l'association qui a bien voulu nous aider avec ces artisans. Donc ils sont... Quelle association? On va les citer quand même. Zayirna. Bravo à Zayirna également. Voilà. Et puis n'oublions pas le CNRA, le Centre National de Recherche en Archéologie. C'est à lui de présenter. Bien sûr, M. Toufiq Hamoum, qui est l'un des éléments principal du CNRA, qui est le directeur. Oui, Lila Cherlouni, ce bon Malik. C'est toute une armada. Une grande équipe qui permettra justement... Que ce soit du côté scientifique ou organisation, ce sont tous des chercheurs, ce sont tous des... Et j'imagine qu'il y a aussi des étudiants autour de vous qui ont mis la main à la pâte. Oui, des doctorants, des étudiants, des agents, tous ils sont là pour nous aider à organiser et à on vous souhaite que cela se déroule bien en tout cas. On vous souhaite
un bon colloque. C'est le colloque, rappelons-le, international d'archéologie consacré à l'artisanat et aux industries à travers les âges et les siècles. Donc ça se passe à l'université Bouzadeira, l'auditorium, et j'espère qu'ils seront nombreux à suivre justement. Vous avez bien fait justement d'inviter les artisans. Je pense que nombre d'artisans qui nous regardent ce matin seront curieux de connaître l'histoire de telle activité ou telle autre activité. Et ça va peut-être leur donner de belles idées. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Merci. Donc, je rappelle que nous avions, mesdames et messieurs, ce matin avec nous, Khadija Nechar Bouachi, directrice et professeure donc, de l'Institut d'archéologie Alger 2. Et puis, nous avions également Kamel Medded, directeur adjoint du Centre national de recherche en archéologie. Ils nous ont fait le plaisir justement d'être avec nous ce matin. On leur souhaite bon vent pour nous. Bon vent pour tout ceci. Et on va faire un petit voyage dans l'histoire tout de suite à travers les dédales d'une vieille Kasbah, l'une des plus vieilles médinas d'Algérie. Il s'agit de la Kasbah de Délice, visitée ce matin pour vous par Menel Boutouaba. Tout de suite. En dépit de la patine du temps et des séquelles irréversibles laissées par l'homme, la Kasbah de Délice a su garder un cachet atypique forgé par un passé glorieux. Cette belle cité nichée à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer a été construite sous le règne des Hammadites entre 1014 et 1153. Le séisme du 21 mai 2003 a provoqué la destruction de plusieurs de ces bâtisses. Aujourd'hui, elle est totalement abandonnée. C'est une Kasbah qui a disparu depuis 2003. Et il n'y a personne qui l'a retapé ou l'a rénové. On attend. Ils ont enlevé toutes les tuiles et les ont remplacées par des toitures en zinc. Ils auraient dû conserver les tuiles, restaurer les portes. Ça, c'est du bricolage. La Kasbah de Délice a énormément souffert du séisme de 2003 qui a détruit une grande partie de la cité. La plupart des maisons ont été fortement détériorées ou totalement détruites. C'est pour cela que le ministère de la Culture a élaboré un programme en 2007 pour sa restauration et l'a classé comme patrimoine national protégé, conservé au sein de l'antique ville de Délice. Les travaux de restauration de l'époque se sont limités au nettoyage des gravats et à la réparation des fissures dirigés par des architectes et des ouvriers totalement inexpérimentés dans le domaine de la restauration du vieux bâti. Son style architectural berbéro-andalou a beaucoup perdu de son éclat. Sa dégradation s'est accentuée avec l'abandon des propriétaires des logements après le séisme. Quand ils faisaient l'étude pour la restauration de la Kasbah de Délice, ils nous ont posé beaucoup de questions. Nous étions des intermédiaires entre les habitants et les autorités en charge. Quand ils nous ont demandé notre avis, nous leur avons exigé de désigner une équipe de spécialistes pluridisciplinaires, des architectes spécialisés dans la restauration, des archéologues, des historiens, afin de prendre en considération toutes les dimensions du projet. Il y a la commune de Délice, l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés, entre autres organismes qui vont être impliqués dans l'opération de réhabilitation et de restauration de la Kasbah. En attendant, cette vieille cité qui a résisté des siècles durant se fait engloutir jour après jour par les nouvelles constructions qui l'encerclent de partout et menacent de disparaître dans un futur proche. Et puis on l'espère justement, c'est tout le mal qu'on souhaite justement à cette vieille Médina. Et puis les routes aussi engloutissent à leur tour de nombreux automobilistes et aussi des motards. La faucheuse vraiment sévit sur nos routes. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons plaisir de recevoir une association qui se lève depuis des années contre justement les dangers de la route et contre les mauvais comportements. Il s'agit de l'association Stop Agression Routière dont les membres sont là et qu'on retrouve avec grand plaisir ce matin. Bienvenue à Samir Khmissi. Bonjour. Vous en êtes le président. Pour le moment, on n'est pas encore une association. Oui, donc c'est vrai que c'est un mouvement. Voilà, exactement. Mais on est très actifs, donc on a commencé en 2014 et donc jusqu'à présent. Voilà, exactement. Mais c'est en cours. C'est en cours et on espère la concrétisation de tout ce projet justement associatif. En tout cas, vous avez votre position de leader parmi les membres de ce collectif, dont fait partie Mohamed Hammaï, ici présent. Bienvenue. Bonjour. Mohamed Hammaï qui est un heureux motard, je dirais. Vous aimez bien la moto. Je vais pas mentir que ça fait plus de 30 ans que j'ai pas touché à une moto. Voilà, j'embarque sur une moto. Mais vous aimez? Oui, j'adore. Oui, j'ai retenu ça, moi. Oui, j'adore. Mais par contre, ça fait
plus de 30 ans que je n'ai pas conduit une moto. Très bien. Mais ça ne vous empêche pas d'être parmi ceux qui défendent les motards dans cette mouvance, dans ce collectif qui est dirigé par Samer Khmessi. Samer Khmessi, qu'est-ce qui vous a stimulé pour justement rassembler tout ce monde en faveur de d'une baisse justement de la violence routière? Bon, déjà, j'ai commencé en 2014, tout le monde connaît la date dont j'ai commencé. Vu mon expérience sur la moto, déjà ça fait 35 ans que je suis conducteur de moto, donc j'ai utilisé la moto dans les domaines sportifs. D'ailleurs, ce vendredi, je participe à un rallye de régularité. Exactement, à la Wilaya de Blapas. Et bon, juste après l'accident de ma mère, donc il y a eu le déclic et ça m'a poussé à faire de la sensibilisation. Pendant le salon de la prévention routière cette année, donc on a annoncé une hausse énorme. Vous survolez quand même un fait important. L'accident de votre mère, c'était quand même un déclic très important dans la mesure où elle en a pâti pendant des années. Tout à fait. Et de plus, je suis un utilisateur de moto, donc on est soumis toujours au danger. Le danger est imminent. Et donc, à travers le bilan qui a été effectué cette année, le parc moto, il occupe 5%. Par contre, il y a 12,8% d'accidents liés à la moto. C'est énorme. Et chaque année, il y a une augmentation. Beaucoup de jeunes qui meurent sur nos routes, malheureusement. Déjà, il y a, parmi les causes, c'est des manques de formation, ça c'est de 1. Et de plus, l'absence des parents. La plupart des jeunes délinquants, c'est des jeunes mineurs qui se retrouvent morts sur nos routes. Et bien, ça fait vraiment mal au cœur. Et c'est là où on intervient. Et cette année, pendant le mois de Ramadan, donc on a eu le soutien du Centre national de prévention et sécurité routière. D'ailleurs, on remercie M. Ahmed Naït Houssine, le directeur. Et là, donc, j'ai proposé de prendre le volet motard. C'est-à-dire sensibiliser juste les motards à travers notre expérience, qui est très importante. Alhamdoulilah, actuellement, on a le respect de tous les motards sur 48 wilayas. Notre page Facebook Stop Agressivité routière a atteint un grand nombre de motards. Et donc là, on va créer une solidarité pour la sécurité des motards algériens. C'est-à-dire regrouper tous les clubs et toutes les associations des motards. D'ailleurs, même beaucoup de wilayas, beaucoup de motards font de la sensibilisation routière. Donc on va faire une union, c'est-à-dire pour faire passer ce message pour les nouveaux utilisateurs de moto. Parce que la plupart des jeunes, déjà, ils sont délestés. Donc c'est un espace que vous allez créer pour eux? Tout à fait. Une plateforme, une plateforme, ça c'est de 1. Et sous quelle forme, justement, expliquez-moi. Eh bien, donc voilà, on va créer une association pour la sauvegarde des motards algériens. Très bien. Donc on va faire une fusion avec tous les clubs et toutes les associations. Comme ça, on sera les porte-parole et en même temps faire notre sensibilisation dans un cadre très structuré, bien sûr. Voilà, justement, il va y avoir du nouveau dans ce sens, grâce à une action commune. Voilà, vous avez fédéré des personnes qui luttent dans ce sillage, à savoir Mohamed Hammaï, entre autres. Mohamed Hammaï, quel a été votre déclic? Une rencontre peut-être? Une rencontre, oui. Une rencontre. Mon petit doigt me l'avait dit. Voilà. C'est-à-dire que le déclic a commencé autour d'un café avec sa mère. Et c'est là où j'avais appris que sa maman elle a été fauchée par un chauffard et qui a pris la fuite. Donc, il m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a fait une feuille de route et on a commencé à travailler. Voilà. Très bien. Et depuis, j'ai pris le volet communication, comme responsable de communication. On avait créé la page sur Facebook Stop Agressivité routière et Samer Khmessi aussi. Et on a créé une autre... Et la radio. Voilà. On a créé 2 pages radio, qui est Nes Houma et l'autre c'est Radio Mirama, qui publie souvent les bilans des accidents de la route, les actions de Stop Agressivité routière, les actions du Centre national de la sécurité routière et tout ce qui se passe autour un peu avec nos amis d'autres pages qui sont actifs sur le volet comme Infotrafic, les bleus et les jaunes. Donc on essaye de travailler, de faire un travail ensemble. Voilà. Très bien. Voilà. En tout cas, c'est votre canal principal, privilégié, la radio. Ouais, voilà, donc, exactement. Oui, c'est là où vous exprimez le plus. Exactement, parce que si on prend la nouvelle génération, ce que moi j'appelle les génies jeunes,
sont connectés sur... Ils sont tous connectés, effectivement. Sont tous connectés sur Facebook, Instagram, Snapchat et tout. Donc, si on veut toucher cette catégorie de jeunes, il faut aller sur ces plateformes. On vient de voir défiler des photos. J'aimerais bien qu'on revoie la dernière, si ça ne vous dérange pas en régie. Donc, parce que j'aimerais quand même que vous nous commentiez ces actions. Oui. Ça, c'était certainement pendant les soirées du mois de Ramadan, de la sensibilisation. Vous en avez fait aussi pendant Ramadan. Exactement, c'était au niveau de la Sablette. C'est le Centre national de prévention de sécurité routière qui a organisé. Donc, ils ont fait appel à nous, donc on était présents là. Et c'était bien vraiment parce qu'on a fait réellement passer le message. Parce que là, au niveau de la Sablette, il y a eu l'interdiction des motos, à l'accès des motos, au niveau de la Sablette. Pourquoi? Une grande partie des jeunes qui donnent la mauvaise image faisaient des manœuvres très dangereuses entre les familles et les enfants. Donc ils ont causé plusieurs accidents. C'est un espace familial. Tout à fait. Et de plus, c'est un espace piéton. De promenade. Voilà, exactement. Alors, ce qu'on a fait, on a eu l'accord de M. Naït Hossein, directeur du centre de prévention. Et on était présents. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On a regroupé tous les motards exemplaires qui sont venus avec leurs femmes, avec leurs enfants. Ils étaient présents pendant 10 jours. Et les jeunes qui voulaient accéder, donc automatiquement, ils étaient arrêtés au niveau du poste police. Alors, ils garaient leur moto au niveau du parking et venaient voir ce qui se passait. Très bien. Alors, c'est là qu'on commençait, on a intervenu. Donc, il y avait une brigade d'accueil, on dira, exactement, qui elle, pêchait un peu les motards. Et les motards les plus âgés, il y avait des motards de 72 ans qui sont venus de Batna, de Stef, de plusieurs wilayas qui étaient présents. Alors, c'est là qu'on a intervenu. On a commencé à expliquer à ces jeunes. Surtout, on insiste sur le port du casque. Oui. Parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'ils ne portent pas leur casque. C'est un message qu'on est en train de faire. Il n'y a pas de raison pour que vous soyez deux sur une moto et que l'un porte l'autre pas. Exactement. Donc c'est là qu'on est en train de créer une solidarité entre motards pour faire passer le message et on accentue sur ça. Donc il n'y a pas de raison. 40 millions d'Algériens portent la ceinture de sécurité. Il n'y a pas de raison pour qu'ils ne portent pas leur casque. Absolument. Donc c'est notre objectif. Il faut qu'on fasse porter le casque à tous ces jeunes. Et un casque réglementaire. Tout à fait, homologué. Ça c'est de 1. Il faut qu'ils passent leur permis aussi. Le permis, c'est un document qui va les couvrir aussi en cas d'accident. Ils vont se présenter au niveau de la justice. Déjà, c'est un défaut de présentation. Il va perdre ses droits. Donc, c'est ce qu'on explique aussi aux jeunes. L'assurance, la même chose. Et surtout, c'est le bon comportement sur la route. C'est-à-dire ne pas faire de manœuvres dangereuses, faire de la vitesse. Exactement, tout à fait. Donc, on accentue sur ça. C'est le message qu'on veut faire passer impérativement. Donc, voilà. Il y a de plus en plus d'utilisateurs de motos, j'ai l'impression. Ah oui, le parc, le parc il s'agrandit. Il commence exactement. Les jeunes ont compris que Alger était un peu saturé. En parlant de l'Algérois, bien sûr. Moi, je vis dans la capitale. Moi, je vais aller un peu plus loin. Il y a pas que les jeunes. Même les... Il y a des cadres. Il y a des cadres qui utilisent maintenant le 2 roues. Absolument. Et il y a même des sociétés qui ont opté dans leur parc auto des 2 roues. Tout à fait. Pour leurs petites courses ou pour leur ce qu'on appelle le courrier qui On a de plus en plus justement de livreurs sur 2 roues. Oui. En parlant de livreurs, justement, je voudrais attirer l'attention des livreurs de pizza et tout. Oui. C'est des malades. Parce que moi, des gens là, ces livreurs-là, ils ne sont pas conscients. Même leurs patrons, je crois qu'ils ne sont pas conscients. Allez-y, expliquez-moi le hic. Parce que pour lui, livrer une pizza rapidement et se mettre, lui, pour une pizza qui coûte 300 dinars... il essaie d'arriver vite. Voilà, il met sa vie en danger. Et que ce n'est pas normal. Et celle des autres, nous dit Amel. Voilà, et celle des autres. Oui. Donc c'est pas normal. Je pense que ces patrons-là qui ont des pizzerias et tout, ils devraient plus contrôler leurs livreurs, plus souvent, qui mettent les gens en danger et qui mettent leur vie en danger aussi. Et surtout leur faire des formations. Et le rôle de la radio Miramar et Nesl Houma, avec Samuel, on compte lancer une campagne pour cette catégorie. Pour cette catégorie. Cette catégorie. Et on lance aussi pour les cyclistes. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes entre 16 ans, 17 ans, 14 ans
qu'ils ont des VTT, qu'ils ont des trucs, ils sont pas conscients de leur sécurité. Ils portent pas de casque. Parce qu'un vélo, il faut le Quand vous roulez sur l'autoroute, par exemple, ou sur des routes secondaires pas loin, hein. hier. Oui. Hier, au niveau de Jalaga, j'ai rencontré deux cyclistes, des jeunes, entre 14 et 16 ans, fauchés par un véhicule. Oh mon Dieu. Un qui avait une blessure à la tête et l'autre sûrement il avait la colonne vertébrale qui était allongée. Complètement allongée, mon Dieu, inerte. Et tout ça parce qu'ils n'avaient pas les outils de sécurité nécessaires. Et en plus, on les ont pas, ils n'ont pas été orientés qu'un vélo, il a besoin d'équipement aussi. Donc on compte lancer un truc dans ce sens-là. Voilà. Donc vous avez sur votre casque une caméra embarquée, donc ici. Oui. Parlez-nous de ce casque et de vos projets imminents concernant cet été justement. Déjà j'ai lancé des cours de perfectionnement et d'initiation à la conduite de moto. Parce que malheureusement. Ça se passe où, dans quel quartier? Ça se passe à Baïnam exactement. Baïnam. À la forêt de Baïnam. La forêt de Baïnam. Voilà, exactement. C'est un endroit isolé, donc très sécurisé. J'ai pris cette initiative, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, je dis bien et je le répète, beaucoup de nouveaux utilisateurs de moto. Ils ont acquis un permis avec une formation qui ne répond pas aux normes. Très bien. Je le dis bien et je le répète. Oui. Donc c'est là que j'ai intervenu. Donc j'ai lancé une annonce et j'ai été sollicité par beaucoup de gens. Donc on est en train de les corriger sur des bases d'équilibre. Sur quel support peuvent-ils entrer en contact avec vous? Donc, sur notre page Facebook. La page Facebook, on rappelle ce que c'est comme page. C'est Stop Agressivité Routière. Stop Agressivité Routière. Ils tapent Stop Agressivité Routière et ils ont toutes les infos. Exactement. Très bien. Donc c'est là que j'interviens. On est en train de transmettre notre savoir sur côté sécurité, les entraîner sur l'équilibre, sur les freinages d'urgence et beaucoup de choses aussi. Des choses qui n'ont pas été apprises au niveau des autres écoles. Excellent. Excellent. Ce qui est pour la caméra embarquée, Samuel prépare des chroniques en vidéo. Donc on va diffuser tout ce qui se passe sur les routes. Que ce soit sur le deux roues, que ce soit sur le... Parce que chacun doit respecter son espace aussi. Donc et chacun doit respecter l'espace de l'autre. Petite caméra. Voilà. Pour la sensibilisation. C'est pour montrer un peu le piéton. Moi, des fois, je suis à mon volant et je me dis si je pouvais filmer ce qui vient de se passer, c'est vrai. Exactement. Donc c'est ça le rôle de la caméra embarquée. Il y a beaucoup d'anomalies. À dénoncer. Il y a beaucoup d'anomalies. Déjà concernant le motard, le plus grand danger, c'est ça, c'est le smartphone. Ah ouais. Alors, au quotidien, mon premier coup d'œil, lorsque je suis derrière un véhicule, une voiture, la majorité, je dis bien que la majorité, envoie des SMS ou utilise leur smartphone. Et ça, c'est un réel danger pour le motard. C'est vrai. Déjà, pour le motard et pour le piéton. Aussi, hein. Et pour le piéton, je dis bien. Oui. Parce que utiliser son smartphone, c'est un gros danger. On lance une campagne pour ça aussi. Pour le mois de septembre, on organise un tour d'Algérie en scooter. Très bien. Avec le Centre national de prévention et sécurité routière. On va solliciter 25 wilayas. J'ai fait une étude, ça va faire 4 mois. On a établi un gros projet. On va solliciter les wilayas où il y a le plus grand nombre d'utilisateurs de motos. C'est là qu'on va intervenir. Ça sera une action qui va se dérouler pendant 1 mois. 1 mois de rallye. Excellent. Mois, exactement. Excellent. 1 mois. Donc voilà, c'est le projet pour le mois de septembre. Novembre, c'est la tradition. Alger Béchar en scooter. On a promis à la wilaya de Béchar que ça devienne une tradition, donc comme chaque année. Et bien sûr, notre présence aussi dans les rallyes de régularité, c'est pour montrer aux jeunes, au lieu d'aller s'amuser sur les autoroutes et faire les fous et se tuer, donc aller au niveau de la Fédération algérienne des sports mécaniques ou au niveau des clubs,
vous vous inscrivez. Et réapprenez les bons réflexes. Et exactement. Et vous allez faire des courses dans un cadre bien sécurisé, bien encadré. Et aussi, il y a beaucoup à apprendre, surtout avec les anciens pilotes. Donc, c'est un conseil et un message qu'on lance. Voilà. Merci beaucoup pour l'ensemble des messages que vous avez lancés ce matin. Donc, je rappelle Samir Khmissi, vous êtes accompagné également de Mohamed Hamaï, ici présent. Vous représentez ce collectif qui sera bientôt une association. Il s'agit de Stop Agressivité Routière. On a fait comme c'est bon. Vous allez là voir votre association. Juste un petit message pour les... Oui, un dernier, rapidement s'il vous plaît. Les élèves qui passent leur BEM, en leur souhaitant bonne chance et bon courage. C'est vrai, il y en a un dans votre entourage, c'est certain. Ma fille. Ah mon Dieu, bonne chance. Bonne chance à votre fille, à tous ceux qui passent l'examen, effectivement. On leur souhaite bonne chance pour ces examens. Et vous parliez de wilaya. On va tout de suite mettre le cap sur une wilaya en particulier, Miliana en l'occurrence, avec une invitée qui arrive tout de suite. Elle est déjà au pas de la porte, mesdames, messieurs. À tout de suite. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Plaisir ce matin de recevoir Nassera Bouzar. Nassera Bouzar qui est une créatrice de mode et puis aussi créatrice d'idées au sein d'un collectif, les membres de l'association des Amis de Miliana également. Vous insufflez plein d'idées, on me l'a dit dans cette association. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'espère qu'elles sont bonnes et qu'elles donnent fruit surtout. Hein. Les fruits se font sentir à chacune des actions de cette association. Nous avons eu l'occasion de recevoir plusieurs fois les membres de cette association qui veillent au grain pour le patrimoine déjà. Le patrimoine local est très très protégé par ce collectif. Alors justement, donc le but de cette association est de faire revivre la culture et l'artisanat de Miliana. Donc, à travers des actions du type, nous faisons aussi des cafés littéraires, donc des randonnées, des visites guidées dans la ville. Voilà, à peu près tout ce qu'on organise. Et donc, je rebondis sur l'événement de samedi dernier, donc le 8. Oui. On a organisé un événement qui était très très important à nos yeux et en particulier à la famille Bouzar. Donc je vous expliquerai pourquoi. Ah oui, avec plaisir. J'ai déjà lancé un indice tout à l'heure, mais on va quand même y arriver tout doucement. Et donc on a tenu à commencer un concept, donc c'est les randonnées culturelles. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors bien sûr en marche. Alors, randonnée, oui, ça rime avec et surtout quand l'autre fille, Rouetmi, vous dit non, c'est rien, c'est juste une 2 kilomètres. C'est rien. 2 petits kilomètres, après ça fait. C'est 2 kilos qui se perdent à Dakar. C'est excellent. C'est gagné. Hein. C'est excellent. Donc, on s'est rendu compte. Enfin, et ça ne doit pas être propre qu'à Miliana, bien sûr, hein, c'est un petit peu partout en Algérie, c'est que les lieux en Algérie sont pleins d'histoires.
Tout à fait. Ce n'est pas juste le côté beauté de l'environnement. Ça, on n'a pas besoin d'en parler. Ça y est, c'est acquis. On sait qu'on a des sites mais magnifiques à couper le souffle, etc. Mais on a aussi des endroits qui sont magnifiques et chargés d'histoire. Absolument. Donc, on ne les connaît pas spécialement. Bah, écoutez, moi déjà, depuis que je suis dans cette association, je découvre plein de choses. Et je suis agréablement surprise. Alors pas loin de là, j'étais assise avec le monsieur qui va passer juste après moi, qui m'a encore appris des choses sur Miliana. Excellent. Donc vous voyez, on a un pays qui est très riche en histoire. Et donc voilà, donc on organise des randonnées, on marche et en même temps on raconte. Très bien. Donc le 8, il y a eu une sortie avec... C'est-à-dire que vous auriez pu choisir juste un lieu, comme vous dites, un centre culturel ou une bibliothèque, et puis parler d'histoire dans cette bibliothèque, comme font tout le monde. Vous avez opté pour une autre démarche. C'est sortir. Page d'histoire que vous avez ouverte. Oui, parce que justement, on ne peut pas transporter les lieux vers un théâtre. Donc c'est assez difficile. Et là, donc, on a invité M. Abdelrahman Khalifa, qui est historien et archéologue, on n'a plus besoin de le présenter. Et, auteur de plusieurs ouvrages, etc. Voilà. Et il nous a promis qu'il écrirait quelque chose sur Miliana. Donc on vous attend, M. Khalifa. Allez, voilà. On croise les doigts pour le prochain. Et donc, sur les lieux, raconter l'histoire de cette ville, c'est encore mieux. Oui. Donc, on a commémoré cette bataille qui a eu lieu en 1840, qui a été très importante et décisive parce que les Algérois, les Milianais et les gens de la région, donc Médéa, Qléa, Cherchel, le Hadjout, avaient mis beaucoup d'espoir sur cette base arrière. Et Alger avait été prise, donc c'était on est en 1840, après la colonisation, le début de la colonisation, on est en 1840, donc 1830. Donc il y a eu le début de la colonisation. En 1840, Miliana n'était pas encore tout à fait... Alors justement, donc qu'est-ce qu'il y a eu lieu de... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsque il y a eu... les Français sont arrivés, les Turcs sont partis et ils ont laissé... Donc je parle de Miliana parce que on parle de Miliana aujourd'hui. Donc ils ont laissé la ville sans chef, sans gouverneur, sans homme politique. Il n'y avait personne pour la gouverner. Pendant un moment, on a fait appel au royaume marocain. Il y a eu un gouverneur qui est venu, il est resté quelque temps, puis il est reparti. Et il y a eu un désordre social et politique, administratif aussi. Donc, ce sont les notables de la ville de Miliana qui ont repris le dessus. Entre autres, je cite Sid Ali al-Khaladi, qui est un enfant, un descendant de Sid Ahmed Ben Youssef, le saint patron de Miliana, qui a repris les rênes et a redonné à la ville une stabilité. Donc, une fois que ça a été fait, il a fait appel donc bien sûr aux notables de Miliana. Alors il faut savoir qu'à l'époque, nous n'avions pas une armée au sens propre du terme, avec structurée et comme on le connaît maintenant. Donc ce sont les gens de la Zawiya, donc les marabouts, c'était eux les gens qui étaient instruits, cultivés. Donc c'était eux qui avaient ce pouvoir, d'organisation, exactement, de fédération. Exactement. Donc une fois qu'ils ont structuré, organisé la ville, donc avec les notables de Miliana, donc comme je vous ai dit au début, il y a eu les gens de l'Hadjout, de Cherchel, de Qléa et de Médéa, d'Alger aussi, pardon. Donc ils se sont installés à Miliana et avec M. Sid Ali al-Khaladi, ils ont fait appel à l'émir Abdelkader. Tout à fait. Donc on est en mai 1834, donc c'est toute une délégation de notables de cette région qui sont partis chercher l'émir Abdelkader. Donc on est en 1834, il y a eu un traité qui a été signé où on reconnaît l'autorité de l'émir Abdelkader sur le côté ouest de l'Algérie.
Et bien sûr, on ne lui a pas donné les côtes. La côte, c'était, il fallait que les bateaux arrivent. Donc on ne lui a pas donné ce côté-là. Et on lui a donné l'intérieur des terres. On reconnaît l'autorité de l'émir Abdelkader. Donc il y a eu, on va dire, une période de paix. Donc c'est le fameux traité de Michel. Et on en a profité. Donc les notables sont partis chercher l'émir Abdelkader. C'est mars 1835. Pardon, on est en 1834. Et ce n'est qu'en mars 1835 que l'émir Abdelkader est arrivé à Miliana. Très bien. Donc, il va faire de Miliana une base arrière, exactement. Il va faire son siège de califat. Les Milianais vont lui offrir un domicile. Je cite la famille Ziyen Bouziyen. Donc cette maison est devenue le musée de Miliana. On peut la visiter maintenant, c'est un musée. Oui. Lorsque il y a eu la signature des traités de la Tefna, donc il y a eu cette accalmie, l'émir Abdelkader en a profité pour justement, voilà. Là, on a la rue... l'émir Abdelkader. Voilà la maison de l'émir Abdelkader qui a été offerte par les Ziyen Bouziyen, qui sont des descendants de Sidi Ahmed Ben Youssef aussi. Hein. C'est une des 4 branches des enfants de Sidi Ahmed Ben Youssef. Et bien sûr, la statue de Ali Lapointe. Ça, c'est la place Ali Lapointe. Le point de départ, c'est fait ici pour cette visite culturelle et historique, n'est-ce pas? Oui, exactement. Avec le concours de l'OGEBC, on le voit avec... exactement, donc on a pris le départ. Alors vous voyez, c'est en Balkan. Ça culmine, très bien. Oui, c'est une descente, hein, c'est vraiment abrupt. Donc, et de là, on descend sur les terres. Ah, ça va, heureusement que vous ne montiez pas. Heureusement que vous ne montiez pas, la descente. D'où ces recherches, etc. Vous savez, c'est pas évident de chercher, de trouver la vérité. Absolument, absolument. Et c'est pas évident, hein, je vous le dis, parce que là, je vais rentrer à la maison, on va encore m'appeler et me dire, mais tu sais... Ah, t'as oublié ça? Oui. Non. On n'a pas besoin d'être exhaustif, mais on a besoin de raconter quand même un pan d'histoire qui est important pour vous. Vous, en tant que Milianaise, on dit? Oui, ah oui. Vous êtes Milianaise et vous êtes sur cette terre qui a abrité un événement majeur pour la Smala d'Abdelkader et puis aussi les affrontements qui ont lieu entre l'armée de l'émir et avec la population locale et l'ennemi, bien sûr, c'était la France à l'époque. Exactement. Donc c'est pour ça que l'émir, avec l'aide des gens de la région et les émigrants, donc il faut savoir que les gens sont venus avec leur famille hein, quand ils ont quitté leur ville, ils ont eu... donc l'émir Abdelkader, on lui a offert une maison, donc c'est la famille Chedcheli de Miliana, ils leur ont offert une maison et c'est devenu la manufacture de l'émir Abdelkader. Très bien. Donc voilà, donc on commençait à se structurer. On a une usine qui fabrique des armes. On a une armée qui fait plus de 10 000 hommes. Nous avons les tribus avoisinantes, donc les tribus des Bni Mnassal, les Bni Mfarh, les Djendel, les Doui, les Zoukzouk, les Bni Ramriyan, les Arib, les Annab, les Rira, qui maintenant c'est la région de Hammam Rira. Donc toutes ces tribus ont contribué à la bataille de 1840. Oui. Voilà. Très bien. Cette bataille a eu lieu. Que s'est-il déroulé? Quels étaient les faits justement de cette bataille? Que s'est-il déroulé exactement? Vous avez raconté cette histoire à tous les présents. Vous allez nous la raconter ce matin brièvement, bien sûr, en résumant. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, l'émir Abdelkader a fait appel à quelqu'un qui a marqué le début de la colonisation française et qui est Mahidine Sghir, qui est de la tribu des Mbarek de Qléa. Très bien. Donc je ne réexplique pas qu'au fait on faisait toujours partie d'une zawiya où lui il était mrabat, hein, donc c'est un marabout, on a affaire à une descendance de marabouts, etc. Donc il fait appel à Mahidine Sghir, pardon, qui a déjà bataillé contre les Français. Donc c'est un des premiers
je dirais pas premier, peut-être qu'il y en a eu d'autres, je ne veux pas dire de bêtises, pour que les historiens ne me retombent pas sur la tête. Absolument. Donc, ça a été parmi les premiers résistants contre la France. Très bien. Voilà. Donc, Mahiddin Sghir arrive et il lui donne la gouvernance de Miliana. Seulement, c'est que Mohamed Sghir est mort d'une maladie en 1937 à Miliana, et c'est un autre membre de la dynastie des Mbarak qui prend la relève et qui est Ben Allal. Et Ben Allal a lutté corps et âme durant cette guerre, cette bataille de 1840. Donc, comme on a vu tout à l'heure sur le reportage, donc on a pris le départ de la place de Ali Lapointe et on descend. Très bien. Donc c'est à mi-chemin, c'est Fhaï Zougala, c'est entre Miliana et El Khmis. Très bien. Donc on a une région, une terre qui est limitée par un saint patron qui s'appelle Sidi Boulfred. Très bien. Donc ce Sidi Boulfred était aussi un marabat d'une zawiya, faisant partie d'une zawiya de la région de Miliana, qui est mort, qui était un lieutenant de l'armée de Ben Allal, sachant que Ben Allal a fait partie encore une fois de cette bataille, est mort le jour de cette bataille. Donc Winmet, on l'a enterré sur place. Donc on a construit une qubba, donc on le voit dans le reportage. Un petit mausolée, oui. Voilà. Et c'est là que commencent les terres des Bouzards. Donc, vos ancêtres. Voilà, mes ancêtres. C'est plus que honorable pour moi de parler de ce... C'est un double intérêt pour vous, c'est-à-dire autant oui. Pour l'histoire de Milianais de manière générale que pour vous, ça a une valeur, j'imagine, très importante. Plus affective. Oui, très importante. Et donc, on va grimper. C'est pas plat. Hein. Ça remonte. Oui, ça remonte. Ça remonte et on accède à un endroit, et j'arrête pas de raconter cette histoire. C'est une photo qui fait partie de ma page Facebook et j'adore cette photo. Pourquoi? Il y a un arbre et c'est le seul arbre sur une colline. C'est un olivier. Il n'est pas grand. Mais il est imposant. On était nombreux, il nous a tous protégés. Alors cet arbre, c'est là où l'émir Abdelkader allait se recueillir. Très bien. Alors, est-ce qu'il a un côté mystique? Est-ce qu'il a un côté... je sais pas, mais c'est un arbre qui inspire. Il est formidable parce qu'il domine et il protège tout le monde. Alors, je vous dis pas, il y a de l'ombre. Oui. On était nombreux, hein. On était nombreux ce jour-là. Oui. Donc, et parmi vous, Abdelrahman Khalifa était là. Oui. Et je ne sais pas s'il a parlé de cet arbre dans cette séquence qu'on va suivre, mais on a un extrait justement de son intervention. Bien sûr. Le 8 juin 1840, il faut comprendre d'abord que Miliana faisait partie du Dar Sultan à l'époque ottomane. Et les Français, quand ils sont arrivés donc en 1830, le 5 juillet 1830, ils ont axé leurs efforts sur les environs d'Alger et particulièrement sur la partie ouest de l'Algérie. Les troupes françaises ont avancé vers la partie ouest de l'Algérie et ont rencontré bien sûr une résistance qui petit à petit s'est organisée autour de l'émir Abdelkader. Voilà, c'était... Oh, j'aime bien la petite clochette là qui a suivi. Ça, c'est Monsieur Khalifa, c'est Monsieur Lotfi Khouatmi, pour rassembler tout le monde. Ah, vous savez, c'est la cloche d'une vache qu'il a achetée en Suisse, je crois. Et avec cette elle fait du bruit. Il vous a permis de... du bruit. On va peut-être avoir l'image de l'olivier tout de suite. Ah ben, le voici. Voilà, le voici. C'est le fameux olivier qui a regroupé tout le monde, effectivement. Hein. Ça doit être plusieurs fois centenaire, je dirais, ce olivier. Oui. Non, il est peut-être millénaire unique. Hein. Même, hein. C'est là où on a toujours
déjeuner ou dîner dans la famille. C'est très important pour nous cet arbre. Hein. Et on a toujours, quand il faisait bon, bien sûr, hein, quand il fait bon, parce que quand il fait froid, voyait à l'image, on sentait la petite brise là. Oui, mais il a fait quand même 34 degrés. Donc ceux qui ont marché ce jour-là, ils l'ont bien senti. Ils l'ont bien senti. Donc, mais ça en valait la peine en tout cas. Ça valait le coup. Franchement, on a eu un très bon retour. Donc je fais coucou à toutes les associations qui étaient là. Je pense au groupe de Facebook, le groupe Histoire et Patrimoine. Je pense au club de Spéléo Alger. Je pense aux amis, aux adhérents qui étaient vraiment nombreux. Ils étaient là. Et voilà, pour commémorer cette bataille. Et il ne faut pas oublier. Il ne faut pas qu'on continue à tourner le dos à l'Algérie. Qui sait, peut-être qu'un jour vous arriverez à organiser, comme ça se fait par rapport aux batailles du Moyen-Âge, des reconstitutions. Mais vous savez... un espace ludique pour les jeunes générations. C'est une très bonne idée que vous êtes en train de suggérer. Et je vais vous dire une chose. Il faut aller voir la manufacture de l'émir Abdelkader, qui est gérée par une dame formidable, qui est vraiment une grande dame, moi je dis, parce que elle est comme vous du milieu de la communication et qui gère cet endroit magnifiquement. Elle organise des rencontres, elle fait des ateliers pour des enfants, etc., pour essayer d'attirer les enfants vers ce musée. Pourquoi je vous parle de ce lieu? C'est parce que ce lieu, lorsqu'on l'a refait, on a semi-automatisé cet endroit. Donc il y a des mannequins, il y a des mannequins qui racontent cette histoire de la manufacture de l'émir Abdelkader. Et comme c'était une usine hydraulique qui fonctionnait avec l'eau, on met donc le fameux marteau qui est immense. Ça, c'est pas le marteau manuel, il est immense. Hein, il fonctionnait avec un mécanisme. Donc ils l'ont fait refonctionner. Et ce lieu-là, il est donc scénarisé, il est vraiment vivant. Donc pour les enfants, pour les adultes, moi-même, lorsque je l'ai vu, j'ai été épatée. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. C'est excellent. Voilà. Donc ce que vous êtes en train de suggérer, c'est formidable. Voilà, c'est formidable. C'est une continuité de cette, de cette manière vivante de raconter l'histoire. On le disait au début de l'émission, les outils lithiques ou les outils justement de manière générale et l'artisanat peut raconter une page d'histoire. Mais exactement, surtout que ça a été une bataille très importante. Où les armes étaient importantes. Oui, et on a eu quand même... pour la première fois, une usine manufacture qui a fabriqué des armes. Il y a eu des tenues de cousu, il y a eu une armée. Très bien. 10 000 hommes. En tout cas, plus de 10 000 hommes, on en reparlera ou peut-être qu'on visitera ce lieu grâce à vous. Ah, mais Inch'Allah. Venez. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Nasser Abouzar. Vous êtes membre de l'association des Amis de Miliana et vous aimez raconter l'histoire de votre ville. Vous qui êtes styliste à la base, donc j'imagine que vous allez peut-être un jour contribuer à cette histoire de reconstitution par des costumes d'époque. Mais justement. Qui sait. Donc, merci infiniment. Merci à vous. Et on vous souhaite bon vent pour la suite des actions. Merci à vous. Et l'histoire continue avec l'invité suivant, Mohamed Elbeh, qui va arriver, qui va ouvrir une page et un hommage dans cette émission et qui a un lien avec la ville de Miliana, vous allez voir. Restez avec nous tout de suite. Inès qui nous interprète El Jazairiya. Dans ces ruelles
Merci à notre script, Hanan, ce matin, qui a fait ce choix musical qui, en fait, m'offre une très belle transition, un très beau tremplin pour parler de deux Algériens qui portaient leur patrie dans leur cœur, mais vraiment aussi qui étaient pour l'indépendance de ce pays, bien qu'ils aient aussi des origines françaises. Il s'agit de deux chouhada, Henri Maillot et puis également donc Maurice Audin. Et pour en parler ce matin, nous avons plaisir à retrouver Mohamed El Bah, bienvenue. Merci. Elle était belle la transition. C'est exactement, ça illustre un petit peu ce sentiment. Oui, ce sentiment pour deux êtres exceptionnels, Henri Maillot et Maurice Audin. Et j'ai suivi l'émission tout à l'heure sur Miliana. C'est à partir de Miliana que commence l'épopée d'Henri Maillot. Oui. Car c'est à la caserne il était à la caserne de Miliana, il passait une période dans l'armée française et il a eu l'idée de détourner un camion d'armes au profit de la lutte armée. Et le 4 avril 1956, donc il était parti de Miliana au bord du camion d'armes vers la caserne du champ de manœuvre et il a réussi vraiment un coup extraordinaire qui a eu une portée internationale. Il a détourné ce camion. Bon, l'histoire, je ne vais pas la raconter, le temps... Oui, bien sûr, le temps de l'émission ne permet pas qu'on entre dans les détails, mais quand même, c'était un acte héroïque. L'opération, on l'appelle l'opération Maillot. D'ailleurs, Canal Algérie a diffusé un film sur cette opération et j'avais participé à la... Alors, Maillot, Henri Maillot est né à Alger. D'abord, il faut commencer par dire qu'il est mort le 5 juin 1956 dans l'Ouarsenis, au Djebel Daraga. Et donc, l'anniversaire de sa mort, il y a quelques jours. Et il avait rejoint le maquis que les autorités coloniales à l'époque ont appelé maquis rouge. Le maquis rouge, tout à fait. Parce que c'était des communistes qui étaient à ce maquis-là avec Henri Maillot. Donc ils l'ont appelé maquis rouge. Et il est né, pour rappeler rapidement, il est né à Alger, à la rue Hoche, le 21 janvier 1928. Et il a adhéré très jeune à l'Union de la jeunesse démocratique algérienne, qui était un mouvement de jeunesse qui regroupait particulièrement des Algériens d'origine européenne et des Algériens de souche. Très bien. Comme on dit. C'est ça sa particularité. Et donc il a côtoyé des Algériens. Il a participé, il est allé au Festival mondial de la jeunesse organisé par la FMJD, Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, à Budapest en 1949. Et il a représenté, il était dans une délégation qui a représenté l'Algérie en tant que nation. Et dans cette délégation, il y avait des patriotes algériens, dont Omar Lara, chef scout. Il est mort également tué, assassiné pendant la bataille d'Alger. Donc il a eu ce contact-là et il a milité au Parti communiste algérien, oui. Non, je voulais juste attirer votre attention par rapport à cette image qui défile justement sur l'écran. Ah oui, voilà. C'est justement cette image. Ils annoncent le détournement du camion d'armes. Et donc il s'est formé dans le Parti communiste algérien et c'est dans l'action de tous les jours, dans le militantisme, qu'il a intégré la nation algérienne. Donc d'où la définition de la nation. Bien avant 1er novembre. Bien avant le 1er novembre. Donc la nation avait en son sein des Algériens d'origine européenne
ils l'ont intégré dans le combat, dans la lutte. Tout à fait. Et une lutte pour la justice, quelque part, oui. Parce qu'en fait, c'était oui, ça. Il avait un idéal, il a été fidèle à son idéal jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, puisque quand ils l'ont mitraillé, ils l'ont arrêté vivant, capturé, et ils l'ont mitraillé, les soldats français qui lui avaient demandé de dire « Vive la France », il a dit « Vive l'Algérie » devant la mort. C'est ce qu'il y a d'exceptionnel. On en parle parce qu'il y a eu de nombreux chouhada, il y a de nombreux héros. 1 million de chouhada, ce n'est pas rien. Mais c'est parce que il est sorti de la communauté européenne. Et il faut rappeler que la communauté européenne subissait l'idéologie coloniale, ce qui est basé sur le racisme, le mépris de l'indigène. Donc il faut pour sortir de tout cela, il fallait une grande force et des valeurs humaines intrinsèques. Oui, effectivement. Et son idéal, justement, c'était la justice sociale. Son idéal, c'était une Algérie libre, juste et solidaire. L'idéal, d'ailleurs, qu'il partageait avec l'Arbi Ben Mehdi. L'Arbi Ben Mehdi aussi, en parlant des objectifs de la révolution algérienne, a parlé d'une république démocratique et sociale. Il a laissé un article, et c'est un écrit qui est... Oui, c'est un document historique, on en a parlé, un document historique. Il ne faut pas l'oublier. Il a parlé du système socialiste. Il a parlé d'une révolution agraire révolutionnaire. Il a imaginé l'Algérie. Oui, c'était un visionnaire quand même, l'Arbi Ben Mehdi. Et il a dit le peuple algérien s'est levé pour ses objectifs. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Pour que chacun ait sa place dans sa société, pour que chacun, dans sa nation, et que ce soit une Algérie pour tous, oui. et pas pour une minorité. Oui, il rêvait. Il faut se placer. Non, mais quand on se place dans ce contexte, on se dit comment est-ce qu'il était sûr et animé de cette certitude, de cette confiance que l'Algérie allait vivre un jour de cette manière. C'est le mot, certitude. Ils étaient convaincus. Ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Et c'était cette foi, justement, qui les poussait et ils ont donné leur vie. Il a donné sa vie pour cette Algérie dont, puisque je suis de cette génération, dont nous rêvions. Oui, absolument. Vous étiez étudiant à l'époque. En cette période, vous étiez jeune, voilà la fleur de l'âge, et vous avez côtoyé quand même de grands noms de la Révolution. Et vous avez eu aussi ce devoir de mémoire à leur égard, puisque vous êtes l'auteur, on le rappelle, de 2 ouvrages très importants, Des chemins et des hommes, tout d'abord, qui retracent aussi le parcours de certains de ces hommes qu'on vient de citer, puis Taleb Abdelrahman, guillotiné... Alors, la date, c'était le 24 avril 1958. Justement, c'est dans cette Des chemins et des hommes que j'évoque à travers le souvenir, à travers le parcours de Mustafa Sadoun, qui était son compagnon d'armes et qui a... Compagnon d'Henri Maillot. Hein. D'Henri Maillot, voilà. Oui, pardon. Le compagnon d'Henri Maillot, et qui a échappé à l'encerclement lors de le 5 juin 1956, et il a eu un autre parcours, il est allé au maquis de Cherchel, et il a apporté toute son expérience, et d'ailleurs le chef du maquis, Ahmed Rbalou, quand il l'avait vu venir, il a dit quelle aubaine, il était venu avec des armes de Maillot. Oui. Et Ahmed Rbalou il a donné un témoignage, Ahmed Rbalou, que vous avez vous-même transmis et repris. Voilà. Je l'ai donné... Dans votre ouvrage et aussi dans de nombreuses communications, vous avez permis à la voix d'Rbalou de continuer. De continuer, oui, c'est aussi extraordinaire. Oui. Mais on ne l'oublie pas.
Nous n'oublierons pas non plus donc un autre martyr de la même catégorie que Henri Maillot, de la même envergure que ce militant. Partager les convictions politiques. Voilà. Maurice Audin, vous avez choisi de lui rendre hommage ce matin parce que il y a aussi une actualité par rapport à il y a une actualité. D'abord, il faut rappeler qu'il a été arrêté le 11 juin, capturé chez lui le 11 juin 1957, en pleine bataille d'Alger, par les parachutistes, et il a été affreusement torturé, et il est mort sous la torture. Absolument. C'est reconnu, c'est-à-dire assassiné par l'armée française, c'est reconnu par le président de la République française lui-même, puisqu'il avait, avant le décès de Josette Audin, quelques mois avant, il était allé chez elle pour lui dire nous reconnaissons que l'armée française a assassiné Maurice Audin le 21 juin 1956. Et Maurice Audin était professeur, pour le rappeler, professeur de mathématiques. Il préparait une thèse. D'ailleurs, cette thèse a été débattue à titre posthume. À titre posthume. Et le 11 juin, demain, à Paris, l'association des Maurice Audin et aussi le comité du prix Maurice Audin, puisqu'il y a chaque année un prix de mathématiques qui est décerné à un chercheur algérien et à un chercheur français. Ils ont voulu associer pour montrer aussi qu'au-delà de la guerre et entre les jeunes français et les jeunes algériens, l'amitié est basée sur la science. La connaissance et la science. Et la science, là, c'est vraiment c'est quelque chose de formidable qu'il faut mettre en valeur. La fille a repris le flambeau de ce côté scientifique de Maurice Audin. Donc oui, Michel Audin. Également. Mais Josette manquera au rendez-vous. Oui, Michel Audin, elle est de renommée mondiale, mathématicienne reconnue. Pierre Audin aussi, son fils. C'est-à-dire ils sont mathématiciens. Et Michel Audin a dit, c'est ma mère qui nous a fait aimer les mathématiques, parce que Josette Audin, qui est décédée au début de l'année, était aussi professeure de mathématiques. Et elle a une femme extraordinaire. Elle a lutté toute sa vie pour faire justement pour Josette. Oui, voilà, c'est le portrait. Maurice Audin, tout jeune, il est mort à l'âge de 25 ans, et Josette Audin, un couple formidable. Oui. Oui. Bon, vous gardez certainement d'excellents souvenirs. Oui. Voilà, donc le 11, il y aura donc cette rencontre, encore à Paris. Fois, à Paris, autour de Maurice Audin. Et en Algérie, nous ne l'oublions pas, puisqu'il est algérien, et il y a une place Maurice Audin, il y a une plaque. Et les Algériens connaissent de plus en plus cette histoire grâce à vous et aux chercheurs et historiens qui continuent de raconter. Il ne faut pas les oublier. Et c'est bien que Canal Algérie, je le répète, mène ce travail contre l'oubli. Merci infiniment, Mohamed Rebbah. C'est toujours un plaisir et on vous attendra pour les prochaines pages d'histoire qu'on ouvrira avec plaisir avec vous. J'espère que vous passerez une excellente journée, ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent et qui ont eu certainement quelques enseignements et quelques rappels d'histoire intéressants ce matin. J'espère que vous avez apprécié cette émission en notre compagnie. Et puis le dernier mot revient à notre invité. Moi, je tenais à vous saluer avant. Monsieur Rebbah, un dernier mot, s'il vous plaît. Le mot, c'est celui que c'est lutter contre l'oubli. Lutter contre l'oubli. Ne pas oublier ces héros, parce que ce sont des héros. Ils portent un nom à consonance française, mais ce sont des Algériens.
c'est pas juste. Profondément algérien. Profondément algérien. Merci. Merci.